Mexique. Fin mars 1936. Le professeur était descendu de cheval. Juste devant nous, à quelques pas de là, une immense grotte vomissait tout le sable qu'elle pouvait et ne rechignait pas à avaler quelques petites gouttes d'eau de mer qui s'éclataient contre les rochers. Bon, eh bien, nous y voilà. Et vous voulez qu'on rentre dedans ? Non, on reste ici, on monte un camp de vacances et on fait fortune. Vous aussi, venez vous dorer au soleil près d'une grotte qui renfermerait l'Atlantide. Ça, nous n'en sommes pas sûrs que l'Atlantide se trouve ici. C'était une île, monsieur Buxley. Une île. Vous savez la superficie que peut avoir une île. Vous n'arriverez jamais à me faire croire qu'on peut rentrer une île par une grotte comme ça, aussi grande soit-elle. Mais on n'a pas rentré l'Atlantide. J'ai mis pied à terre, ne lâchant pas les rênes du cheval. Nous sommes sur l'Atlantide. Je vous demande pardon. Mais oui, c'est tout à fait possible, oui. Monsieur Buxley, il serait bon un jour que vous m'expliquiez ces petits élans d'intelligence. Cette partie du Mexique, Laura... Vous voulez dire que ce sable-là, ce sable que j'ai sous mes pieds, c'est le sable de l'Atlantide ? Les continents ont dérivé fut une époque. Comme la mode à la nôtre, en pleine dérive, c'est des choses qui arrivent. Admettons un instant que l'Atlantide, une fois engloutie, ait continué de dériver. Et continué de bouger comme n'importe quel pan de terre sur ce monde le fait. Imaginez qu'elle se soit rapprochée du continent américain. Mais normalement, elle aurait dû passer dessous, non ? Une plaque tectonique en chevauche une autre. Ah, une sorte de compilation géologique, le pied. Ou dessus, ma chère Laura. Les deux terres ont dû fusionner, n'est-ce pas ? Ont dû, comment vous expliquer, s'associer, si bien que cette partie du Mexique ne ressemble en rien à l'Atlantide. Du moins à ce qu'on peut s'imaginer de cette île légendaire. Mais à une région mexicaine banale. On troque l'aspect légendaire contre un poncho. Je me suis approché de l'entrée de la grotte. Laura a sorti 3 torches de sous la selle de sa monture et m'en a lancé une. Et s'il y a des chauves-souris ? On leur met des cheveux pour qu'elles pleurent. Non, pardon, j'essayais de détendre l'atmosphère. On a peut-être plus à craindre que les chauves-souris. Très bien, allons-y alors. Laura a marché d'un pas rapide jusqu'à l'entrée de la grotte. Le professeur et moi restions comme 2 ronds de flanc à observer l'obscurité, le cœur serré, le front en sueur. Qu'allions-nous trouver à l'intérieur ? Les yeux de l'ange bleu ? L'Atlantide ? Ou bien plus encore ? Bon, vous venez ou pas ? Oui, Laura, nous arrivons. J'arrive. Ouais, j'arrive. J'ai regardé autour de moi, humant l'air marin. Peut-être pour la dernière fois de ma vie. L'entrée de la grotte était certes immense, mais au fur et à mesure que nous avancions, les parois se firent plus proches les unes des autres. Le tunnel rétrécissait pour ne former qu'un petit couloir où tout juste 2 personnes pouvaient marcher côte à côte. Nous marchions depuis de bonnes heures déjà. Mon Dieu, comme c'est excitant. Non, s'il vous plaît, professeur, nous sommes dans un étroit passage, sans aucune aération. Je me retiens, ma chère Laura, je me retiens. Laura a fait tourner son sac sur son épaule pour pouvoir l'ouvrir tout en marchant. Elle en a sorti une sorte d'appareil en métal noir muni d'un cadran sur lequel se mouvait une petite aiguille rouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si on vous le demande, vous répondez que c'est un très grand thermomètre. Ouch, ça doit faire mal. Oui, plutôt. Non, mais sérieusement. C'est un traceur, monsieur Buxley. Un quoi ? Un traceur pour prévenir les Américains de notre position. Ah, je les avais oubliés, ceux-là. Pourquoi ils sont pas là pour nous aider quand on a des problèmes avec la baronne, hein ? Les Allemands ne doivent pas découvrir que les Américains sont au courant de leurs recherches concernant les yeux de l'ange bleu. C'est logique, monsieur Buxley. Ils doivent garder leur avantage. Rester dans l'ombre. Ouais, bien sûr. Et le tunnel se fit plus large, sur quelques mètres, pour enfin s'ouvrir sur un grand hall taillé dans la roche. C'est comme sur la gravure dans le tombeau au Pérou. Les portes de l'Atlantide. Ou de ce qu'il en reste. À une bonne dizaine de mètres devant nous et s'élevant sur une trentaine de mètres, 2 larges portes de fer, ornées de runes. Regardez, professeur, sur les portes, les emplacements. Nous nous sommes avancés d'un pas lent, incertain, presque hésitant. Il y avait bien 2 emplacements, une cavité sur chaque porte. Une cavité pour chaque réplique. Le professeur a subitement fouillé son sac pour en ressortir les 2 pierres. Il les a soupesées, les yeux brillants, avant d'entendre une à Laura.
Ils se sont échangés un regard complice avant d'insérer les répliques dans les anfractuosités. Chaque clé pour chaque serrure. Et un grondement. Ça s'ouvre. Nous nous sommes vivement reculés de quelques pas. Les portes se sont ouvertes sur une immense lumière bleue. Nous y sommes, les enfants. L'Atlantide.